Parole. Je voudrais rappeler, mes chers collègues, quel que soit le groupe auquel vous appartenez, que si chaque fois qu'un député pose une question, les députés des autres groupes couvrent de leur voix les propos tenus, alors nous arrêterons les séances de questions au gouvernement, car il ne sera plus possible et cela n'aura plus aucun intérêt de les tenir. Tout à l'heure, et je le fais particulièrement observer, oui, je le fais particulièrement observer, ici, ce n'est pas la loi de celui qui crie le plus fort. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Frédérique Dumas, le Président de la République a annoncé un grand travail de réflexion sur l'audiovisuel public en 2018. Parce qu'il est au cœur des enjeux de notre société, faire vivre le débat démocratique. 2018. Parce qu'il est au cœur des enjeux de notre société, faire vivre le débat démocratique. La parole. Je voudrais rappeler, mes chers collègues, quel que soit le groupe auquel vous appartenez, que si chaque fois qu'un député pose une question, les députés des autres groupes couvrent de leur voix les propos tenus, alors nous arrêterons les séances de questions au gouvernement, car il ne sera plus possible et cela n'aura plus aucun intérêt de les tenir. Tout à l'heure, et je le fais particulièrement observer, oui, je le fais particulièrement observer, ici, ce n'est pas la loi de celui qui crie le plus fort. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Frédérique Dumas, le Président de la République a annoncé un grand travail de réflexion sur l'audiovisuel public en 2018. Parce qu'il est au cœur des enjeux de notre société, vivre le débat démocratique. J'ai reçu de M. Jean-Luc Mélenchon et des membres du groupe La France Insoumise une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement. La parole est à M. Éric Coquerel. Bonjour, Madame la Présidente. Vous êtes fait quoi, en fait ? Ça va ? Madame la Présidente, chers collègues, nous voici donc pour la dernière fois, guère plus que d'habitude, on se sent presque entre nous, devant ce projet de loi de finances rectificative pour 2017. Le texte qui revient du Sénat, pour nous, ne change pas le fond de ce projet de loi de finances et les raisons rectificatives et les raisons pour lesquelles nous nous y sommes opposés. Toutefois, nous observons qu'il y a certains amendements, malheureusement pas ceux que vous avez cités, comme pouvant peut-être faire évoluer le gouvernement dans ce débat, qui nous paraissent intéressants et que je vais tenter, à travers cette motion, de défendre pour essayer, sait-on jamais, en cette période de Noël, de faire évoluer la majorité sur ces points. Notre opposition au projet de loi de finances rectificative commence effectivement, principalement, j'allais dire, sur la question du prélèvement à la source, qui n'est pas un système viable ni souhaitable, et ce pour plusieurs raisons. J'observe d'ailleurs qu'au fur et à mesure des débats, et notamment de ceux qui vont ressortir du Sénat, les arguments que le gouvernement nous a opposés quand il a souhaité répondre aux nôtres, à ceux-ci, je trouve, ont manqué singulièrement au fur et à mesure de conviction. Peut-être parce que, après tout, et on peut peut-être le reconnaître encore, l'erreur est humaine si on sait la reconnaître, le prélèvement à la source n'est pas un mode de recouvrement moderne pour commencer. Je vous rappelle que, nous l'avons dit, il a été instauré en 1920 en Allemagne, en 1943 aux États-Unis, 1944 en Grande-Bretagne, 1962 en Belgique, dans des États où, pour différentes raisons, l'administration fiscale n'était pas à la hauteur, que ce soit au moment où ça a été décidé, ou même encore maintenant, de celle dont nous disposons dans notre pays. Je note aussi qu'il me semble d'ailleurs qu'il est pour le coup plus moderne que le rapport du Sénat du 2 novembre 2016
établit que le nouveau dispositif, s'il était mis en place, se révélerait complexe, inutile, peu transparent, dangereux et coûteux pour les finances publiques et les entreprises. Je vais essayer une nouvelle fois de vous en convaincre. Complexe d'abord, compte tenu du fait de la très forte personnalisation de l'impôt sur le revenu français et de la prévalence du concept de foyer fiscal sur celui d'individu, mais aussi des multiples enjeux et formalités supplémentaires induites par l'année de transition. Et là-dessus, le Sénat a fourni un travail important que vous ne devriez pas supprimer d'un revers de la main. Ainsi, le traitement des diverses imputations fiscales, par exemple les déductions suite à des dons ou des crédits d'impôt, par exemple pour les emplois de domicile, sera rendu compliqué par ce passage au prélèvement à la source. En tout état de cause, les citoyens, et à travers vous, puisque ces débats sont souvent diffusés sur les réseaux sociaux, je m'adresse aussi à eux, ne verront pas leur obligation déclarative allégée. Bien au contraire, ils seront toujours tenus au dépôt d'une déclaration annuelle et ils devront ensuite vérifier que les prélèvements effectués par leur employeur correspondent à l'euro près au montant exigible. En Allemagne, la complexité de l'impôt sur le revenu est telle qu'il oblige même de nombreux contribuables à s'adresser à des conseillers privés. Est-ce vraiment une situation que l'on souhaite à nos concitoyens en France? Ce prélèvement à la source s'avère aussi inutile. Nous avons donné les chiffres très souvent, l'excellent taux de recouvrement en matière d'impôt sur le revenu, je vous rappelle, de 99,4% au 31 décembre de l'année N+1, ce qui nous fait dire pourquoi change-t-on une méthode qui marche. De plus, notre pays est en pointe en termes de déclarations pré-remplies, de prélèvements mensualisés automatiques et des procédures en ligne, y compris de paiement, à la grande satisfaction des usagers. Le prélèvement à la source s'avère d'autant plus inutile qu'il est peu transparent. Comme pour les impôts indirects, notamment la TVA, le prélèvement à la source ne facilite pas l'appréhension concrète par les citoyens concernés de la charge fiscale réellement supportée au titre de l'impôt sur le revenu ainsi que ses variations. On peut dire que, d'une certaine manière, il affaiblit le consentement à l'impôt et donc il affaiblit un des piliers de notre République. Ensuite, ce prélèvement à la source s'avère dangereux concernant le respect de la confidentialité des données de nos concitoyens. D'autant plus dangereux que vous avez refusé nos amendements qui avaient pour but de garantir la non-utilisation des données par l'employeur en alourdissant les peines encourues. Le prélèvement à la source représente une rupture de la logique française de confidentialité des revenus privés. Peut-être que peu de contribuables s'en rendent compte aujourd'hui, mais la réforme envisagée peut impliquer de fournir à son employeur sa situation familiale ou ses revenus patrimoniaux dans l'avenir. Enfin, ce prélèvement à la source va s'avérer coûteux pour les finances publiques. C'est assez étonnant de la part d'un gouvernement qui nous assène sans arrêt la question des déficits, et pour les entreprises. Pour les finances publiques, puisque cela entraînera inévitablement des coûts lourds pour l'administration, tenue non seulement d'adapter son organisation et ses logiciels déclaratifs et de paiement, mais aussi de lancer d'importantes campagnes de sensibilisation et d'information en direction de multiples publics. Ainsi, l'administration engagera au bas mot plusieurs dizaines de millions d'euros au titre de ce type d'opération dans le cadre de contrats avec des prestataires extérieurs privés. À ce titre aussi, le rapport de la mission d'audit sur les conditions de mise en œuvre du prélèvement à la source de l'inspection générale des finances, que je ne doute pas que vous avez lu, commandé par le gouvernement et rendu en septembre dernier, évalue le coût de la réforme pour l'État à 140 millions d'euros. En outre, cela pourrait se révéler risqué pour les rentrées d'argent public en cas d'optimisation fiscale massive de la part des contribuables au cours de l'année blanche. Les contribuables pourraient en effet tenter de gonfler artificiellement certains types de revenus. À noter d'ailleurs que ce type de risque est identifié par votre administration fiscale, qui indique ainsi sur son site à la date du 21 novembre 2017, je cite, qu'afin d'éviter les abus, la loi prévoira des dispositions particulières pour que les contribuables qui sont en capacité de le faire ne puissent pas majorer artificiellement le revenu de l'année 2018. Enfin, ce dispositif sera nécessairement coûteux pour les entreprises et surtout pour les plus petites. En effet, ces dernières vont devoir supporter une partie de la complexité associée à la personnalisation et à la progressivité de l'impôt sur le revenu français. Cela va également provoquer des coûts lourds d'adaptation de leur organisation et de leur logiciel de paie, comme le révèle, là encore, le rapport du Sénat publié en novembre 2017 qui déclare, je cite, « Les éditeurs de logiciels de paie consultés nous ont indiqué qu'il pourrait y avoir facturation de coûts supplémentaires. Parallèlement, les entreprises qui ont déjà entamé les échanges avec les éditeurs nous le confirment. Surtout, cela induira des coûts de gestion non négligeables qui frapperont au premier chef nos petites et moyennes entreprises françaises, fortement créatrices de croissance et d'emplois, mais déjà fragiles. À noter à ce titre qu'en Allemagne, le surcoût lié à la retenue de la source de l'impôt sur le revenu
est évalué à près de 10 € par déclaration par an, soit un surcoût total de 230 millions par an pour les entreprises allemandes. Pour la France, le rapport de la mission d'audit de l'IGF précité estime que cette charge pourrait être comprise, pour les entreprises, entre 310 et 420 millions d'euros. Nous avons donc beau chercher, très franchement, nous ne trouvons aucun avantage à ce système. Seuls peut-être les bénéficiaires de cette réforme seront les différents prestataires externes qui auront la charge de sa préparation et de sa mise en œuvre avec des contrats de plusieurs dizaines de millions d'euros à la clé, ou alors pour un gouvernement qui souhaiterait, au fur et à mesure, affaiblir l'administration fiscale. Votre seul argument, c'est, nous l'avons entendu souvent sur les bancs, pouvoir payer en temps réel et s'adapter ainsi aux évolutions professionnelles. On a vu de toute façon qu'il faudra une déclaration à N+1. Mais de toute façon, la parade existe. Notre administration fiscale peut en effet très bien se passer à un système contemporain sans recourir à ce prélèvement de l'impôt à la source. C'est pourquoi nous trouvons un gros avantage au système proposé par le Sénat, que je vous invite encore à relire pour ceux qui nous disent que la problématique, c'est le fait de pouvoir payer les impôts de manière contemporaine. Il consacre justement ce type de prélèvement de l'impôt sur le revenu. Cette mesure va dans le sens de dispositifs efficaces déjà mis en place, comme la mensualisation, et il permet de surcroît que l'administration fiscale garde le monopole du prélèvement de l'impôt et reste l'interlocuteur privilégié avec le contribuable. J'espère donc qu'en fonction de cet amendement qui règle les derniers doutes que vous pouviez avoir, eh bien, vous consentiez finalement à reconnaître que cet impôt prélevé à la source est une erreur dont il faudrait sans nul doute se passer. Nous regrettons que les amendements de suppression déposés par le gouvernement pour effacer ce dispositif, nous les redoutons, je dois dire, et qui, là encore, je n'ai pas entendu dans les nombreuses questions que nous avons été plusieurs à faire, ne prend même pas le temps d'argumenter sur le fond de la réforme proposée. C'est peu dire que nous soutiendrons l'article proposé par le Sénat. Enfin, nous l'avons dit, même si nous sommes loin de partager tout ce que le Sénat a rajouté, je pense particulièrement à certaines mesures sur l'augmentation du jour de carence pour les fonctionnaires, d'autres mesures proposées par le Sénat ont été finalement rejetées sous des prétextes qui nous apparaissent fallacieux. Je voudrais en citer quelques-uns. Vous avez supprimé dans le projet de loi de finances rectificative 2 dispositifs qui auraient pu permettre de lutter efficacement contre l'évasion fiscale, notamment celui qui permet d'imposer les revenus réalisés par des filiales dans notre pays alors que la société mère est implantée dans un paradis fiscal. Ce dispositif aurait par exemple pu nous permettre de régler en partie le problème de l'imposition des GAFA et vous n'en avez pas voulu. Vous avez également refusé le mécanisme instauré là encore par le Sénat pour limiter l'optimisation fiscale qui pourrait résulter de la flat tax et qui est quelque part un amendement de bon sens qui pouvait justement vous éviter d'avoir, j'allais dire, un budget trop insincère puisque du fait de la flat tax, nous avons souvent expliqué, il le sera inévitablement. Enfin, vous avez aussi annulé le transfert de 27 millions d'euros que vous vous proposiez de faire de l'Agence française de la biodiversité vers le CNDS. Je l'avais défendu en commission. Je suis assez satisfait que le Sénat ait lui aussi eu la même idée. Et là encore, je ne comprends pas pourquoi ne pas accepter cet amendement du Sénat. Voilà donc j'allais dire la liste des questions que nous avons, là où je voulais intervenir. Nous cherchons, je dois dire encore, les raisons de votre refus sur ces mesures, sur ces amendements, cet empressement à imposer un prélèvement à la source dont vous constaterez argument par argument que vous ne savez au fond pas y répondre. Est-ce par sectarisme? Je ne sais pas. Est-ce que c'est par volonté de continuer à tirer les capitaux en les contraignant en rien, même quand il s'agit d'optimisation? Est-ce tout simplement peut-être le besoin encore de réfléchir aux arguments que nous vous donnons? Nous espérons du coup, et j'espère que j'aurai contribué à vous faire réfléchir